Salut, c'est Guillaume Canet. Donc là, je te dis, le mec, oh bah non, ça vient d'enregistrer. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Envie désastreux, le podcast aux opinions discutables, mais qui pourtant les assume et qui les assumera toujours jusqu'au jour 10, 11 et 12. Mais restons au jour 10, nous sommes toujours à Cannes et nous sommes en compagnie, enfin. J'arrête les épisodes solo, tête sous l'eau, je suis enfin avec, en plus en revenant, quel plaisir, John. Salut Robin. Oula, t'as la petite voix, qu'est-ce qui se passe ? C'est la voix de la fatigue, c'est la voix de la fin du festival. La fin du festival, et oui, parce que toi tu attends, là sans exagérer, 70e film, je crois. Non, là je suis à 40 depuis hier soir, mais il m'en reste encore Voilà. 2 aujourd'hui en ce vendredi. Ce qui reste énorme. Il m'en reste 2 également aujourd'hui. Bref, mon cher John, pour te présenter, je vais faire comme j'ai l'habitude, lire ta bio Twitter, qui a changé depuis l'année dernière, puisque désormais elle est beaucoup plus simple. Créateur du podcast Salle Obscure. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est l'obscur. C'est quoi ce concurrent-là ? Non, il n'y a pas de concurrence dans les podcasts. Si. C'est juste un plaisir de partager. C'est mon podcast tout simplement sur le cinéma, sur les séries, qui n'est pas épisodique comme certains pourraient faire, genre une fois par semaine. Moi, c'est plutôt créer de mes envies et surtout des films et des séries qui peuvent me passionner et auxquels j'ai envie de parler. Mais il n'y a pas de sortie prévue. Là, évidemment, pendant Cannes, j'en ai eu fait pas mal. Pas encore tout fini, mais quasi voilà. quotidien. Ouais, quasi quotidien. Même si c'est vraiment dur. Les premiers jours sont simples, mais après c'est dur. Parce que ce fou enregistré après moi, sachant que moi j'enregistrais la plupart du temps de l'après-midi, toi tu enregistrais la plupart du temps à 5h du matin. Ouais, entre 2h et 5h du matin. Voilà. Et ça pour vous, donc vous avez intérêt à les écouter ces épisodes, surtout qui sont vachement plus courts et beaucoup plus écrits que les miens. Bref, aujourd'hui, sacré programme. Vous allez voir, nous avons 2 films en compétition, un film en Cannes première ou séance spéciale, je ne sais plus, je t'avoue, je me perds avec toutes ces... Je crois que c'est séance spéciale. C'est peut-être séance spéciale, effectivement. Pour le Pierre Richard. Exactement, tu viens de spoiler malheureusement, voilà. Parce que dans le titre. Alors vraiment, on a Montagne Russe, on a Roustae, on a Bigan et on a Pierre Richard. Alors, vous comprenez très clairement qu'il y en a un qui est au-dessus du lot. Quel est le point commun entre les trois ? Ce sont 3 hommes. Hein. Ouais, voilà. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Qui font du cinéma. Mais en vrai, Cannes, ces dernières années, c'est un petit peu amélioré, entre gros guillemets, sur la représentation des réalisatrices. Et ça, je trouve ça plutôt chouette. Heureusement. C'est important. Nous allons commencer tout d'abord avec le Roustae, et évidemment Woman and Child. C'est compliqué de résumer le film parce qu'en fait il y a une première situation qui occupe les 30-40 premières minutes du film, puis ensuite il y a un basculement et le film va traiter de totalement autre chose. Et honnêtement je préfère ne pas le dévoiler parce que vu que ça fait un peu l'effet d'une surprise voire d'un choc, mieux vaut du coup ne pas trop en dévoiler. Déjà ce qu'on peut dire c'est que Roustae, personnellement je l'ai découvert avec Layla et ses frères, avec lequel j'avais eu beaucoup de mal au tout début, je n'avais pas noté la mise en scène et la finesse d'écriture, et qui au fur et à mesure de le voir, enfin je l'ai revu une seconde fois, je me suis dit putain mais c'est un film immense. Layla et ses frères, c'est fou tout ce que ça raconte par rapport à l'Iran actuel, comment il arrive à faire dialoguer les personnages, évoluer, comment il raconte quelque chose en fonction de leur position. C'est un film qui m'avait passionné. Et ben de ça, j'en retrouve beaucoup dans ce film à l'heure actuelle. Roustae, c'est toujours quelqu'un qui sait mettre en scène. Il y a des plans qui sont vraiment sublimes. Moi, par exemple, ce qui va beaucoup me marquer, c'est son utilisation des zooms. Je suis très très friand. Déjà, j'aime beaucoup, juste de manière générale, les zooms. Mais là, dans ce film en particulier, que ce soit les zooms arrière pour du coup situer les personnages dans un cadre, dire où ils se situent, quelle est l'action qui se passe autour d'eux, ou alors au contraire, quand tu as cette caméra qui avance très progressivement, justement ce zoom très progressif en avant pour plonger totalement dans la psyché des personnages. Il y a un plan que je trouve magnifique, c'est quand quelqu'un se fait servir un verre de jus d'orange, on va dire. Et t'as ce très long plan où on rentre totalement dans sa tête et tu te rends compte qu'il est en train de faire lui-même un basculement sur une personne qu'il est en train de remarquer et qui est en train d'un amour naissant, qui est en train de grandir, etc. Bref, la mise en scène est toujours aussi parfaite, je trouve, même sur ce que ça raconte par rapport aux liens, alors pas tant familiaux, il y a un peu les liens familiaux, mais c'est aussi là c'est plus les liens, comment dire, amoureux, le rapport que les femmes peuvent avoir aux hommes et le système de domination qu'est le mariage, que c'est une prison, et le film va être assez explicite par rapport à ça, et comment ensuite on va créer une tension sur un duel qui va du coup séparer deux personnes qui étaient liées,
Le film a d'immenses qualités. Le seul défaut que je lui trouverais, alors déjà c'est un film qui a subi la censure du gouvernement iranien, qui a dû imposer par exemple que toutes les actrices soient voilées, ce qui amène à des situations où même dans un cadre privé où en temps normal elles ne le seraient pas, elles le sont dans le film. Enfin en tout cas ça c'est ce que j'ai entendu, je sais pas s'il a subi d'autres censures, mais pour moi le problème c'est que c'est un mélo, comme il le fait depuis Layla et ses frères, hein. Il a quitté un petit peu le thriller pour aller plus vers le mélo et l'intimiste. Mais là, j'ai un problème, c'est que par instant, il est dans la surenchère. C'est-à-dire que notre personnage principal va apprendre quelque chose, puis ensuite elle va réapprendre quelque chose, puis ensuite quelque chose, et c'est presque de pire en pire. Et là, je suis en mode, frère, dose. Mais après, dans l'ensemble, ça reste un très bon moment, c'est quelqu'un qui sait bien écrire. J'ai dit beaucoup de choses parce que voilà. Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels tu veux rebondir, des trucs que tu veux rajouter, John? C'est à toi. Alors, moi, je partage pas mal de choses avec toi. Moi, j'aime beaucoup Saïd Rostahi. J'ai vu tous ses films, sauf le premier, qui est un peu compliqué à trouver. Avant la loi de Téhéran. Donc, ouais, avant la loi de Téhéran. La loi de Téhéran, ce qui est marrant, c'est que je l'ai découvert en deuxième session. Comme je l'ai découvert après, j'ai découvert avant en fait Laila Brother. Donc à Cannes, évidemment, je l'avais découvert. Ça a été mon film coup de cœur de l'année. Quand il est sorti, le film m'avait anéanti émotionnellement parce que je trouve que c'était très fort. C'est cette fresque limite dans la veine on va dire ce qui n'a rien à voir, mais d'un grand Coppola, on pourrait dire ça comme ça ainsi, comme pourrait être Le Parrain ou quelque chose comme ça. C'est vraiment moi, sur cette famille m'avait anéanti. C'était un immense film. Et donc vraiment, j'attendais beaucoup le Saïd Rostahi. J'avoue, quand on est monté si haut, il est difficile de rester au sommet, et là c'est un peu une petite déception. Je dis petite parce que je pense que le film il est agréable de le revoir une deuxième fois. Il y a certains films de toute façon à Cannes, avec le nombre de films qu'on peut voir, on a peut-être du mal à les apprécier à sa juste valeur, ou à se dire là c'est un petit hic. Là j'ai un petit hic, je partage le même avis que toi. Je trouve que la surenchère et de problèmes qui intervient dans cette famille, et en particulier pour les femmes dans le film, du moins en particulier pour l'actrice qui est donc Parinaz Izadiar, si je prononce bien, parce que c'est toujours compliqué. Je trouve qu'elle en prend vraiment beaucoup trop plein la tête, et de toutes parts, surtout de la présence masculine, comme tu as pu dire, c'est qui la détruit, hein, émotionnellement en parlant. Elle est détruite déjà parce qu'elle vit au début du film, du moins après une bonne quarantaine de minutes, je pense. Ouais, c'est ça, exact. Sans rentrer dans les détails, évidemment, parce que c'est un gros spoil. Et puis ça continue tout le temps. On a l'impression qu'elle a la tête sous l'eau constamment, même si c'est une femme de caractère. Il y a un moment donné, moi, j'aurais déjà abandonné. Hein. J'aurais demandé à sortir du terrain, quoi. Non. En fait, c'est un film sur l'euthanasie, en vrai. C'est ça le ouais. Non, mais après, comme je suis d'accord avec toi, la mise en scène est toujours assez impressionnante chez lui. Là, ça convoque encore plus cette sensation d'être emprisonné dans le cadre. Donc, elle va se retrouver derrière une baie vitrée. Même des fois, c'est elle qui rentre dans cette prison, entre guillemets, qui fait enfermer pour avoir une conversation ou des regards. Elle est toujours enfermée. Elle est jamais libérée de ce cadre. Et ça m'a assez impressionné à travers le film. Moi, je trouve les comédiens assez incroyables. Même si j'ai un reproche à faire, c'est que je trouve que le personnage d'un des fils de l'actrice principale, en fait, n'est pas des plus agréable à suivre. Il est insupportable. Il est assez insupportable par moment. Et pourtant, j'essaye de me raccrocher en me disant, parce qu'il a une sœur aussi qui est quand même. Elle est fantastique. Elle est fantastique. La gamine. Là. Franchement, j'espère qu'elle continuera de jouer parce qu'elle est incroyable. Elle a un regard au niveau de la caméra, une douceur qu'elle dégage. C'est magnifique, franchement. Après, on retrouve les mêmes comédiens, du moins pas tout entièrement, mais on en retrouve un des Layla, oui. Ouais, un des Layla, lui, alors, j'aurais pas son nom en tête. Attends, je vais essayer. Mais mais quel enfin, tu vois, il est présence. Lui, il est toujours présent, ouais. Mais et puis en beau salaud, on peut le dire ainsi. Donc non, c'est le Rostahi reste pour moi un très bon film de Cannes. Auquel évidemment je pourrais pas me dire que c'est mon coup de cœur de l'année, loin de là, mais j'ai vraiment passé un très bon moment. C'est toujours passionnant
de voir la différence en plus cette année avec le Jafar Panahi et le Saïd Roustahi. C'est quand même deux films qui parlent de l'Iran d'une manière assez différente. Donc c'était un très bon moment à travers le nouveau film de Saïd Roustahi. Et du coup, l'acteur en question, c'est Peyman Mahadi, qu'on avait déjà vu dans Layla et ses frères. Qui a fait tous ses films. Quoi ? Qui a fait tous ses films. Oui, La Loi de Téhéran, effectivement. Il est dans La Loi de Téhéran en tant que flic, je pense. Il joue Samad dans La Loi de Téhéran. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment une gueule et qui, je vois, a joué pour... on dirait qu'il a joué pour Michael Bay. Oui, il a joué pour Michael Bay. Il tourne aussi un peu à l'international. Il fait pas que les films en Iran, Bah écoute, en tout cas, ils ont raison de tourner avec lui. Bref, après le Roustahi, nous allons parler de la Palme d'Or, celle qui a mis tout le monde d'accord, qui, à la grande surprise générale, on se demande encore une fois, mais qu'est-ce que ça fait là ? Pourquoi ce n'est pas en compétition officielle ? Je viens bien sûr vous parler du dernier film de Pierre Richard, L'homme qui a vu l'ours, qui a vu l'homme. C'est loin d'être son premier film, Pierre Richard, mais je ne le connais pas en tant que réalisateur. Évidemment, comme tout le monde, je le connais surtout en tant qu'acteur. Et avant que le film soit présenté, il y a eu un petit hommage à Pierre Richard. On a vu beaucoup d'extraits de ses films en mode regardez qui est Pierre Richard, regardez avec qui il a joué, etc. Bon, après tu te rends vite compte que c'est surtout son début de carrière, vu que ça fait 20 ans que Pierre Richard a complètement un petit peu perdu d'aura et de présence à l'écran, même s'il continue de faire des films, mais c'est juste plus la star qu'il était dans les années 70. Et après Pierre Richard arrive sur scène, et sa première réflexion c'est quand j'ai vu ce Magnéto, première réflexion que je me suis fait, c'est qu'est-ce que j'ai joué avec de belles femmes. Et attention, les acteurs aussi, mais c'est quand même mieux de jouer avec une femme. Et j'en ai pas fait que profiter, ou j'en ai profité, mais pas que. Enfin, je sais pas trop. Et là, je me suis dit, oula, on est sur un vieux monsieur là, on est en train sur des propos comme ça. Et L'homme qui a vu l'ours, qui a vu l'homme, ça raconte l'histoire d'un ours qui s'échappe du cirque. Et le film commence sur la mort d'un ami commun et d'une histoire d'amitié entre Pierre Richard et Michel, qui est atteint d'autisme d'Asperger. Et c'est un film de vieux monsieur en fait. C'est ça vraiment, j'ai beaucoup de mal. Alors, je vais commencer par un point positif. Le point positif du film, c'est que je trouve qu'il tente 2-3 trucs en termes de réalisation et de gag. C'est-à-dire que par exemple, le film est en voix off. Mais je pense qu'il n'avait rien à faire parce que la voix off apparaît une fois au début, il y a une phrase au milieu du film, et après ça disparaît. Il ne s'en sert pas, mais au tout début, tu as quand même un gars que je trouve plutôt rigolo, c'est que durant la voix off, les gens arrêtent de faire leur action. Mais c'est pas la caméra, le plan est à l'arrêt ou je sais pas quoi. Comme par exemple les faux génériques de Police Squad par exemple. Les gens ne bougent pas. C'est con, mais ça je l'ai pas vu dans 36 000 films et donc je me dis c'est plutôt pas mal. Tout comme à un moment il y a un flashback où Pierre Richard parle espagnol avec ce qui a l'air d'être Che Guevara. Parce qu'il fait une révolution avec lui. Qu'est-ce que c'est que ce film ? Et en fait, ça a l'air d'être Che Guevara, mais je suis pas sûr. Mais il lui parle. Et Pierre Richard ne comprend pas et il dit les sous-titres. Et là, il y a les sous-titres du dialogue qu'on vient d'entendre, genre vraiment 30 secondes avant. Et là, il comprend, il dit ah oui, très bien. C'est des blagues extra diégétiques et je trouve qu'elles fonctionnent, c'est plutôt malin et elles m'ont sincèrement fait rire. Et alors le reste, oh là là, c'est un film de vieux monsieur, qui, je vais pas dire que c'était mieux avant, mais disons que voilà, Pierre Richard imite des aborigènes. Il est peint en rouge et il va imiter des aborigènes. Niveau représentation de l'autisme, à aucun moment je pense qu'il veut se moquer d'eux, etc. Mais on n'est pas loin d'un thème de Patrick Sébastien. Enfin, la première apparition qu'on a de notre personnage principal, c'est lui en train de faire un câlin aux arbres, en disant le pauvre il est en train de pleurer, l'arbre à côté. Je trouve très maladroit. Après, ça a tendance à être un peu plus, moins violent sur la représentation, mais c'est vrai qu'au tout début, ça commence mal. Il y a des hallucinations, on va dire un peu misogynes, parce que de temps en temps, en fait, il va imaginer le petit chaperon rouge, mais qui est une femme sexy de 20-30 ans, qui lui dit « Oh, je vais aller cueillir les champignons !» Et lui qui la regarde, l'air ébahi, limite baveux, et ensuite il se réveille et dit « Oh, voilà, quoi, c'est pas la cueillette des champignons !»
la comédie datée de fou. C'est-à-dire que il sert très peu, mais t'as un duo de comic relief, comme c'était le cas dans Les Mamans, j'ai raté l'avion, ou dans les dessins animés un petit peu à l'Inspecteur Gadget, tout ça. T'as des codes de comédie, de narration. Je me suis dit, waouh, ça date. Et vraiment, je vois les retours. Les codes que tu avais à une époque ne fonctionnent très peu à l'heure actuelle. La comédie, c'est, Alain Chabat le disait dans sa masterclass, c'est un des trucs qui vieillit le plus parce que c'est très ancré à une époque. Et après, il y a des comédies qui arrivent à traverser les époques, mais là, clairement, c'est pas le cas. Et puis moi, j'ai un gros problème en termes de représentation aussi de classe sociale. C'est qu'en fait, le film se passe dans le sud. Et comme Michel Sardou, moi aussi, je viens du sud, donc je vois un petit peu comment les gens sont représentés. Alors il y a l'accent chantant du sud. Bon, pourquoi pas, mais ça en fait des turbo-caisses. Surtout que les seuls qui l'ont pas, ce sont des acteurs, les acteurs qu'on connaît, donc c'est-à-dire Pierre Richard, Gustave Carver et du coup notre cher Michel, donc Timmy Joy Marbeau. Mais les gens du Sud sont représentés comme ils ont pas de culture, ils sont sales, ils sont un peu cons, mais ça va, ils sont gentils. Alors, je viendrai nuancer parce qu'à ce qui paraît, Pierre Richard dit que ce sont des personnages qui existent vraiment, il se base sur des souvenirs, que lui, ça fait 40 ans qu'il vit là-bas, donc c'est une sorte d'hommage. Mais c'est vrai que... ouais, pas sûr. C'est un film vraiment Pierre Richardesque. Je suis sûr qu'il pense, il parle comme il est dans le film. Et tous les personnages parlent un petit peu comme si lui était dans la tête de tous les personnages, c'est assez bizarre. Le seul truc qui pourrait me faire nuancer le film, c'est que Pierre Richard est un vieux monsieur, hein, comme je vous l'ai dit, et il va parler explicitement de la mort. Donc là, ça commence par un enterrement, ça finit par un enterrement. Même si c'est sous le coup de la blague, il y a beaucoup de vannes sur la mort de Johnny. Alors, c'est surtout pour la blague en mode haha, regardez, c'est les fans de Johnny, tout ça. Il n'empêche qu'il parle de sa propre mort dans le film. Alors, pas de manière explicite et pas en mode oh là là, qu'est-ce qui va se passer après ma mort ou je ne sais quoi, mais quand même, c'est quelqu'un qui a écrit ce scénario, qui l'a réalisé et qui s'est mis en scène pour parler de sa propre mort. Je trouve que c'est pas anodin. C'est un moment où il va mettre en scène sa propre mort. Je dis bien mettre en scène. J'en révèle pas trop, mais il y a quelque chose. Bref, tout ça pour dire que en dehors de tout l'aspect du coup problématique que peut avoir le film et qui fonctionne pas sur plein d'aspects, je peux difficilement le détester parce que déjà Pierre Richard est quelqu'un que malgré son discours horrible, j'ai grandi avec lui, Le Grand Blanc avec la chaussure noire ou La Chèvre sont des films que j'aime beaucoup, que je regardais quand j'étais gosse. Enfin, le premier, La Chèvre, je l'ai découvert un peu plus tard, mais voilà, c'est quelqu'un qui a une aura sympathique et c'est pas un mauvais film, enfin si, mais c'est pas un méchant film, c'est juste c'est un vieux film, c'est un film de vieux monsieur, donc ça fonctionne pas, c'est malade, c'est problématique. Mais bon voilà, c'est pas bien méchant, ça se veut un texte un peu écolo en mode faut pas que les gens soient en cage, faut pas que l'ours soit en cage, et toi c'est en mode vive la liberté, vive la vie, même s'il faut pas oublier les gens avec qui tu es, etc. Bref, voilà, c'est pas le film, mais c'est relativement... C'est sympathique si vous avez de l'attache avec Pierre Richard, sinon... Voilà, sinon c'est un film pas très très bien, hein, on va pas se mentir. Est-ce que déjà, John, tu as envie de voir ce film ? Non, du tout. Tu n'as pas envie de voir l'homme qui... Mais si tu veux voir l'ours qui a vu l'homme qui a vu l'ours, est-ce que ça c'est pas un peu plus vendeur ? Si, après le titre est vendeur. Hein, mais non, j'ai fait exprès. De toute façon, je voulais pas le voir ce film, donc. Non, mais de toute façon, je pense qu'il y aura personne à la séance presse là. Mais je suis quand même curieux de voir ce que la presse va en penser. Mais bref, nous allons vous quitter en vous parlant de ce qui a été pour toi, John, ta plus grosse attente. Pour ma part, une très grosse curiosité parce que je n'avais rien vu de ce réalisateur. Nous l'avons vu hier soir en séance de 22h, le film le plus long de la compète, 2h40. Presque 2h40. En vrai de vrai, c'est 2h35, mais on va dire 2h40 pour les stats. Et nous vous parlons évidemment de Résurrection de Bigan. L'histoire, on sait pas. Enfin, il y a un semblant d'histoire, mais honnêtement, je pense que très peu de monde sont capables de la raconter, notamment quand hier, on a voulu regarder le synopsis, on a dit, c'est pas du tout ce qu'on a vu. Mais dans l'idée, imaginez Bigan qui revisite l'histoire du cinéma en réinvestissant les différentes formes de cinéma sur différentes époques, on va dire 5 époques différentes à peu près.
Moi, je dirais plutôt, ce que j'ai lu aussi, 6 1, temporalités 2, 3, différentes. 4, 5, 6. Effectivement, 6. C'est parce que j'avais oublié voilà, 6 types de réalités, 6 époques différentes où il va réinvestir les formes de cinéma. Est-ce que tu veux commencer ou je commence? Je t'en prie, honneur au patron. Honneur au patron, très bien. Alors, comme je vous ai dit, Bigan, j'avais rien vu de lui, mais il y avait une attente qui s'était créée autour de ce film parce que tout le monde m'avait dit, surtout depuis Un long voyage vers la nuit, que c'était quelqu'un qui était incroyable en termes de mise en scène, de narration, de conte, enfin pas tant de conte, mais d'expérience dans lequel il te forme. Et bah oui, clairement, c'est voilà. Hier, je vous parlais de History of Sound, qui était ma palme du cœur. Là, clairement, je pense qu'on peut parler d'une palme unanime. En tout cas, hier, les gens étaient unanimes, les gens qui sont restés, parce que bon, quand même, 2h40, 22h, 10e jour de Cannes, évidemment, les gens sont endormis ou sont partis. Mais les gens qui sont restés ont été ébahis, abasourdis. C'est un voyage immense à travers l'histoire du cinéma. Ça va citer, du coup, ça va aller des origines, donc des vues lumière, plans fixes, avec décors en carton, imagerie un petit peu saccadée, pour aller jusqu'à au-delà avec une imagerie complètement numérique où plus rien n'existe, plus rien n'est vraiment concret, n'est matériel, en passant par un plan séquence. Alors, de ce que j'ai cru comprendre sur internet, c'est 40 minutes. Moi, j'étais parti sur un peu moins d'une heure, donc ouais, ça correspond. Un plan séquence d'une technicité phénoménale et qui n'est pas gratuit, hein. Vu qu'on est passé beaucoup sur de la caméra fixe, travelling, il fallait qu'à un moment un bouge. John, tu me le disais, ça reprend un petit peu des codes de ce qu'on peut voir dans certains jeux vidéo, avec cette fluidité et cette rapidité dans laquelle on va suivre ces personnages toujours en vue à la troisième personne, même si il y a des changements où à un moment on passe en caméra subjective. Là où est-ce que le film m'accroche, et c'est son pitch, c'est en fait, il va se servir le cinéma, c'est une métaphore des rêves. Et je trouve ça très beau. Et surtout que par rapport à ça, enfin, le film te raconte que c'est un voyage à travers différentes formes de cinéma, et il fait un parallèle en mode ce que toi t'as vécu pendant 2h30, la personne qui vit dans ce film l'a vécu pendant un siècle. C'est assez vertigineux. Comment c'est un film qui joue sur les échelles de temps, les échelles de décor, les échelles de réalité. C'est une expérience folle. Faut absolument voir ça en salle de cinéma. Et réveillez-vous aussi. Et tentez pas trop de tout comprendre, parce que c'est une première fois qu'on vient de le voir, comme on dit, au bout de plus d'une trentaine de films, donc forcément on n'arrive pas à tout saisir, tout analyser, parce qu'il y a des choses sur la foi, il y a des choses sur la religion, etc. Donc il y a des bouts quand même qui se répondent, mais c'est surtout une expérience hallucinante, et voilà, c'est passionnant. Et voilà, si vous aimez les films qui parlent de cinéma, je pense que c'est complètement un film pour vous. Et là où est-ce que, par exemple, si je compare à Nouvelle Vague, qui était écrit, qui était très accessible, etc., là c'est plus le cinéma en tant qu'expérience, en tant que forme visuelle, et c'est passionnant. Toi, John, c'était ta grosse attente de ce festival. T'aimes bien Bigan, de ce que j'ai compris. Ouais. Partage-nous 2-3 mots. Non, beaucoup. Moi, j'attends le film depuis au moins 3 ans, à peu près. Non, c'est un cinéaste que j'ai découvert à Cannes avec Un grand voyage vers la nuit. À l'époque, il était diffusé donc si je me trompe pas, Un certain regard. Et la particularité pour ceux qui ne l'ont pas vu et que je conseille vivement de voir. Alors, l'idéal est le temps de le voir dans une salle de cinéma et non chez soi. Son deuxième film, parce qu'il a fait un Caillou Bleu qui était vraiment très bien aussi comme premier film. Mais la deuxième partie, c'est-à-dire que il y a 1 heure en fait où tout se passe en 3D en fait. Il y a le personnage principal qui rentre dans une salle de cinéma et nous demande, et on doit faire le même geste qu'elle en fait, c'est-à-dire de mettre des lunettes 3D pour que la suite du voyage se passe dans les meilleures conditions possibles. Et déjà que ce film-là m'avait fracassé, c'était un immense film, surtout à son âge, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il était quand même assez jeune, il était dans la trentaine. Là, je crois qu'il a 35 ans, c'est son 3e film, et voir le film qu'il fait à son âge, moi, ça me laisse ça me sidère d'admiration. Moi, j'ai jamais vu ça, très franchement. Pas 3e film, 3e long métrage. Il a une carrière de court métrage. Ouais, il a fait des très beaux courts métrages d'ailleurs, et très impressionnant. Je pourrais pas dire les noms, mais j'en ai vu un il y a 2 ans. Shard of Moon ou alors A Short Story.
Le dernier. Shard of Moon. Ouais, il me semble que c'est lui, qui a été magnifique. Et après, je pense aussi, c'est des courts-métrages que vous pouvez retrouver normalement sur Mubi. Moi, à une certaine époque, c'était comme ça. En tout cas, ouais, j'attendais le film avec impatience. J'ai pas été déçu. Bon, faut être bien éveillé, être en forme, parce que ça demande d'être vigilant, de faire attention à ce qu'on voit à l'écran. Mais moi, ça m'a saisi. C'est six temporalités assez différentes l'une de l'autre. Et ce qu'il propose à traverser les genres du cinéma, parce qu'on traverse les genres, hein, très franchement, les genres physiques, et même dans la texture, dans les cadres. Non, mais il y a des choses que j'ai jamais vues au cinéma. C'est vrai que ces plans séquences sont absolument magnifiques. Dans le deuxième film, il était beaucoup plus long, son plan séquence, mais là, c'est tellement différent. Après, on en parlait du coup avec des amis hier. Moi, je me demande si c'est pas le plus long plan séquence que j'ai jamais tourné. Il y a une petite ristourne, je vous le raconte pas, mais voilà. Après, il y a peut-être possibilité qu'il y ait eu des raccords, mais à un moment, le film pose la caméra et il fait une petite ristourne, et je me demande si c'est pas un des plans séquences les plus longs jamais tournés, mais en tout cas, c'est une folie pure, quoi. Mais c'est vrai qu'il traverse donc les genres, les styles. Évidemment, il appelle à plein de cinéastes. On pense à des films d'horreur, on pense à Ozu. Moi, ouais, voilà, comment dire, même le film avec Alain Delon. Mince, j'ai perdu le nom en tête. Melville, le samouraï. Bien sûr. Samouraï. Oui, ça, voilà. c'est la deuxième partie. Oui. Ouais, mais en fait, il y a. Le problème, c'est que bon, c'est un film qu'il faut revoir. Ça, il y a pas de doute là-dessus. Je voulais le voir ce matin, mais bon, la fatigue. Après 11 jours, elle était beaucoup trop importante pour me replonger dans ce film-là, même s'il m'en reste énormément et que j'ai encore plein d'images en tête. Mais ça m'a impressionné. Et même, ce qui est drôle, c'est-à-dire que les comédiens s'effacent tellement à travers les genres que j'avais par moments de la peine à les reconnaître. Par exemple, l'acteur principal... qui a tourné des films, qui est une star internationale, qui s'appelle, tu vas me dire son nom, Jason Momoa. Jason Momoa, ouais, Jason bien sûr. Statham. Non, Jason Statham non plus. Jackson Lee. Voilà. Jackson Lee, lui, traverse les époques. Moi, au départ, j'ai eu du mal à comprendre il jouait plusieurs personnages, en fait, tout simplement. Et non, c'est un film, comme tu dis, qui commence avec lumière, après, limite avec ces cartons où la main rentre dans l'écran et bouge certains objets. C'est impressionnant. Les valeurs d'échelle aussi dans un plan. Son travail sur la 3D, alors qu'on n'a pas de lunettes, mais 3D. Et je crois que c'est un des plans en 3D. Après, j'ai pas eu beaucoup de films cette année en 3D, mais il faut dire. Mais un des plus impressionnants. Non, franchement, c'est... je sais que j'allais me prendre une claque, je ne savais pas dans quelle mesure elle allait être. Et ce film, je pense qu'il va rester comme un des moments les plus marquants depuis que je viens à Cannes en 2013, parce que c'est appréciable. Après, il faut absolument le voir au cinéma, ne le voyez pas chez vous. Après, si vous ne pouvez pas, voyez-le quand même. Mais ouais. c'est vrai que le cinéma apportera une expérience, il vous plongera dedans, et indéniablement. Voilà, laissez-vous embarquer. 2h40 dans une vie, c'est pas grand chose, hein. On regarde tous des nanars tout pourris à longueur d'année. Vous pouvez vous consacrer à voir quelque chose de plastiquement exceptionnel. Moi, je dis la tous poésie les gens qui ont vu incroyable. Minecraft le film, il faut qu'ils aillent voir Résurrection. Bah, bien sûr. Voilà. Moi, j'ai vu Minecraft le film, c'est bon. Je me suis purifié à travers Résurrection. Voilà. Non, mais c'est d'une poésie, d'une beauté. Franchement, moi, ça m'a sidéré. Alors peut-être qu'il y a certains segments auxquels vous serez moins. Moi, j'avoue, hein, tous les segments ne sont pas, comment dire, au même degré de valeur, hein. Il y en a qui m'ont beaucoup plus passionné que d'autres. Mais quand on regarde l'ensemble du film, l'ensemble de l'entreprise qu'il a voulu proposer, la forme, on ne peut que être épaté. Moi, je me dis, mais vers quoi il va se tourner vers son 4e film? Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qu'il va pouvoir proposer de plus? Mais oui, c'est ma palme d'or. Avant, ça ne l'était pas avant hier soir, mais j'avais beaucoup d'attentes. Mais oui, c'est incontestable. C'est comme l'année dernière, la palme d'or assez plus ou moins unanime, c'est donc Les Graines du Figuier Sauvage.
c'est arrivé très très tard. Donc Bien sûr. là, Frémo, il aime bien nous régaler en disant ah ouais, vous pensez avoir tout vu? Regardez, je vous mets là à la fin, je vous mets un film, il va vous surprendre. Bah, disons qu'on avait tellement eu un ventre mou en milieu de semaine, festival, oui, clairement. parce que ça commençait super fort. Et puis là, ça fait quand même, je dirais, depuis Sentimental Value de Joachim Trier, où il n'y a pas un jour où il y a un film qui est fort. Et finir avec le Big Gun encore, en sachant qu'il reste que le Kerry Richard aujourd'hui. Et les Dardennes. Oui, Feu les Dardennes. On verra pas. Feu les Dardennes. Pour ma part, je pourrais pas le voir. Je vais le voir par respect. Par respect pour la palme qui gagnera. Ouais, bah, pour respect, pour savoir quel prix ils vont sortir des fagots. C'est ça, quel prix ils vont inventer. Prix spécial numéro 2. Non, mais voilà, c'est une expérience de cinéma comme je pense on peut en rêver. Et merci Big Gun, quoi. Ça valait le coup d'attendre et qu'il soit sélectionné en dernière minute prouve à quel point le film était attendu. C'est vrai. Palme de la mise en scène au bas mot, Palme d'or au mieux. Après, est-ce que le jury récompensera un film aussi radical? Moi, j'y crois pas. Tu vois, un prix spécial ou prix de la mise en scène, je le vois mal repartir avec quelque chose un petit peu au-dessus. Franchement, je sais pas, mais je me dis que bon, Tim Burton avait bien pris Happy Chapong vers Aceta Cool pour la Palme d'Or. Est-ce que Binoche va aussi pouvoir nous proposer Big Gun en Palme d'Or? Ça serait incroyable. Franchement, mais elle a le choix. Faut pas qu'elle se trompe, qu'elle nous choisisse pas le film le plus pourri ou qui ne la mérite pas, parce que là, très franchement, il y a quand même au moins 3-4 films. Je serais pas choqué s'ils ont la Palme d'Or. Je me dis, ouais, c'est normal, c'est mérité. Tu vois. Ouais. Par exemple, L'homme qui a vu l'ours, qui a vu l'homme. Oui, voilà. Non. Moi, je serais ravi en tout cas. Ne revends pas ta cam pourrie. Bref, moi, je vais devoir vous laisser pour aller voir un film dont je vous parlerai peut-être demain, à savoir Yes de Lapide et surtout le Kylie Ricard. Demain, épisode spécial qui devrait sortir à 6h du mat. De toute façon, moi, je finis à 19h aujourd'hui. Et donc, il y aura les pronostics. John, tu seras peut-être de la partie. Vous retrouverez peut-être Clément et le Théophile, je sais pas trop. Bref, tout ça pour vous dire que Cannes approche de la fin lentement et sûrement, mais qui arrive toujours à nous proposer des expériences incroyables. John, merci d'être venu malgré ta fatigue. Avec plaisir. Bah, écoute, on essaie de faire ce qu'on peut, hein, mais c'est vrai qu'il reste plus beaucoup d'essence dans le réservoir. Si cette voix suave vous a plu, cette analyse décousue vous a perdu, alors que c'était même pas décousu, donc vraiment ça peut l'être par vous êtes franchement, je vais vous taper si vous le pensez. Et ben dites-vous que il sait coudre ses paroles grâce à son sens aiguisé de l'écriture et du montage à travers Salle Obscure. Sur toutes les plateformes d'écoute avec plaisir. Exactement. Donc vous pouvez quitter cet épisode pour ensuite aller écouter le Salle Obscure de John. Nous on se retrouve demain matin pour une fois, putain. Et ensuite le bilan de Cannes. Allez, plus que 2 épisodes, plus que 4 films. Et ensuite, je vais pouvoir dormir. Oh là là, tu te rends compte, John, on va pouvoir retrouver la sensation de dormir un peu plus que 4 heures. Un semblant de vie normale, ça va faire du bien. Un semblant de vie normale. Et voir moins de 4 à 6 films par jour, ça va faire du bien. Oh là là. On va pas se mentir. Oh là 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 là. Bref, prenez soin de vous. Profitez de ces derniers jours à Cannes si vous y êtes encore. Profitez de la vie si vous êtes en vie. Oui, donc normalement, là, je pense que oui. Et on sent que c'est la fin parce que on dirait une chanson française. Profitez de la vie si vous êtes en vie. C'est beau. Bah, je suis beau et je suis poète. Ouais. Bref, faut vraiment qu'on arrête. Allez, des bisous, à demain. Salut. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi, j'ai bien envie de le dire. Monde de merde.